Il est 10 heures à Paris, on est ensemble et en direct jusqu'à 11 heures. Dans Parlons-en, à la une de l'actualité, l'Ukraine à nouveau sous feu russe. Et des attaques de missiles ont ciblé Kiev la nuit dernière. Bilan, au moins 13 morts et une trentaine de blessés selon les autorités. Il s'agit de la pire attaque depuis le début de l'année, selon le maire de la capitale. À la une également, le sud de la France frappé par un incendie d'ampleur. Le feu est parti hier après-midi de l'Hérault avant de se propager au département de l'Aude sous l'effet de la sécheresse et du vent. Des centaines de pompiers sont mobilisés. L'Algérie aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives, les premières depuis la réforme de la loi électorale. Objectif, renouveler les 407 sièges de l'Assemblée populaire nationale. Nos envoyés spéciaux vous font vivre ce scrutin toute la journée sur France 24. Et puis que retenir des pourparlers indirects entre Washington et Téhéran. Ils se sont tenus hier à Doha. Donald Trump parle de très bonnes discussions, mais le compte à rebours est lancé. Les deux pays ont jusqu'à la mi-août pour trouver un accord sur fond de divergences très forte au sein même du pouvoir iranien. On en parle pendant les 45 prochaines minutes avec Armin Arefi, grand reporter au Point, et avec Bertrand Besancenot, diplomate, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. Bienvenue, c'est Parlons-en. Il leur reste 6 semaines pour trancher sur les questions qui fâchent. À mi-parcours du délai fixé, les discussions ont repris hier à Doha entre émissaires américains et iraniens, des pourparlers techniques et indirects sous médiation qatari. Donald Trump parle de très bonnes discussions, mais les blocages restent majeurs sur le détroit d'Ormuz ou sur le nucléaire. Tensions aggravées par les fractures au sein même du régime iranien. On fait d'abord le point en images avec Marc Pope. Quelques instants avant d'inaugurer le nouvel Air Force One offert par le Qatar, Donald Trump fanfaronne et distille sa vérité au sujet des négociations indirectes avec l'Iran qui se sont tenues à Doha. Pour l'instant, la dénucléarisation de l'Iran avance bien. Les discussions ont été très bonnes et nous verrons bien. Comme vous le savez, nous les avons frappées très fort pendant 3 nuits. Mais nos relations sont excellentes. J'appelle cela la dénucléarisation. Et tout est en cours. Tout va bien. Mais les négociations évitent soigneusement la question qui fâche, l'avenir du programme nucléaire iranien. Les belligérants parlementent surtout sur la gestion du détroit d'Ormuz. Téhéran veut toujours faire payer les navires qui y transitent, ce que refusent catégoriquement les États-Unis. Pour assouplir les positions du régime, les négociateurs ont mis sur la table le dégel des avoirs iraniens au Qatar, 6 milliards de dollars qui permettraient à l'Iran d'acheter des biens agricoles américains. Cela s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu en 2023 sous l'administration Biden entre les États-Unis et l'Iran, visant à transférer 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés vers le Qatar par l'intermédiaire de banques européennes, afin que ces fonds servent à payer des biens humanitaires destinés à l'Iran. Cette situation demeure inchangée. Aucun transfert de fonds n'a encore eu lieu. Le 22 juin, les États-Unis avaient déjà annoncé suspendre pour 2 mois leurs sanctions visant le pétrole iranien. Les autorités qataries font savoir que les pourparlers sont pour l'heure terminés, mais ils devraient reprendre après les funérailles d'Ali Khamenei, une cérémonie qui débutera le 4 juillet et qui doit durer 6 jours. Et face à ces défis, le processus de paix entre Washington et Téhéran peut-il tenir? Et cette paix peut-elle se construire sans les Iraniens eux-mêmes, alors que la répression continue à l'intérieur du pays? 2 invités donc pour en débattre. Aujourd'hui dans Parlons-en, Armin Arefi, bonjour, merci d'être avec nous, grand reporter au Point, auteur d'un Printemps à Téhéran aux éditions Plomb. Votre documentaire sur les gardiens de la Révolution est aussi rediffusé sur Arte. Ce sera le 7 juillet prochain à 21 h. Avec nous également Bertrand Besancenot. Bonjour, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. Pour commencer, une question pour vous, aux diplomates justement que vous êtes. Vous connaissez très bien ces coulisses de l'intérieur, les coulisses de ce type de pourparlers. Hier, à Doha, peu d'informations ont filtré finalement sur la teneur des discussions. Comment est-ce que vous analysez ce flou diplomatique ? Alors, je ne sais pas si on doit appeler ça un flou diplomatique. Ce qui est vrai, c'est que vous avez un accord cadre, mais qui lui-même est flou. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu un programme de travail pour la suite, avec en principe certains sujets sur lesquels on est d'accord
pour discuter, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur le fond. Bon. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que le détroit d'Ormuz ait été réouvert. Enfin, c'est important pour l'économie mondiale d'abord, et que le conflit soit pour le moment arrêté, même s'il y a eu la semaine dernière un certain nombre d'escarmouches, mais qui restent limités. Alors maintenant, la vraie discussion commence, mais elle commence à un niveau technique, c'est-à-dire qu'il y a 2 points qui visiblement ont été quand même discutés. D'une part, c'est le dégel des avoirs iraniens, donc ceux qui sont normalement au Qatar. Et donc, c'est pas tout à fait par hasard si c'est un des sujets qui a été abordé sur le plan technique, c'est-à-dire quelle somme, selon quel rythme, pour acheter quoi, enfin, des questions très techniques, si vous voulez. Bon. Et puis, le deuxième sujet, c'est naturellement le détroit d'Ormuz, qui est la véritable priorité, puisqu'il y a un désaccord fondamental entre la position iranienne qui revient à dire nous souhaitons maintenir le contrôle du détroit, et la position américaine qui est partagée par la terre entière, qui est conservons la liberté de circulation dans les détroits internationaux. Donc là, si vous voulez, c'est un début de discussion. Alors, ce que je note, c'est qu'à la fois le président Trump, mais également le médiateur qatari, ont eu des propos positifs. C'est-à-dire le simple fait qu'après une semaine où il y a eu des escarmouches, eh bien, le programme tel qu'il est envisagé de discussion a été entamé. Bon, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a, je pense, sur la question du dégel des avoirs, des avancées. Je pense que ça, c'est encore ce qui pose le moins de problèmes. Sur les autres sujets, je suis beaucoup moins sûr qu'on ait réellement avancé. Bon, le tout, c'est de s'entendre sur un programme de travail déjà. Donc, je crois qu'on en est là, simplement. On parle de 6 milliards, hein, justement, d'avoirs iraniens. Oui. C'est une avancée, effectivement, pour les Iraniens? Oui, ce serait considéré comme une avancée et une marque de confiance parce que les Iraniens n'ont pas du tout confiance dans les États-Unis. Les 3 dernières négociations qui ont eu lieu ont été interrompues au milieu par des guerres, notamment les 2 dernières, la guerre des 12 jours en 2025 et la dernière lancée opération Epic Fury. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après le protocole d'accord, le détroit d'Ormuz était censé être débloqué immédiatement. On n'en est pas encore exactement là. Certes, le nombre de navires qui traversent ce corridor maritime stratégique a sensiblement augmenté, mais on a vu que justement le fait que certains navires empruntent un passage plutôt côté côte omanaise a irrité les gardiens de la révolution iranienne qui ont frappé certains navires et les Américains ont riposté en Iran. Donc c'était l'objet du contentieux et des escarmouches, comme l'a dit M. Besancenot, qui ont eu lieu la semaine dernière. Côté iranien, pareil, les 12 milliards d'avoirs iraniens gelés, bloqués, étaient censés être débloqués tout de suite. Or, on est encore en train de discuter des modalités permettant le déblocage de ces 6 milliards d'abord, 6 milliards ensuite, et d'après les sources américaines, ils seraient débloqués pour acheter des produits notamment agricoles américains, aux agriculteurs américains dont auraient besoin les Iraniens. Donc, on n'est même pas encore dans l'application du protocole d'accord. C'est dire si la route est longue pour l'accord final qui porte sur le nucléaire iranien et les discussions sur la question du nucléaire, à savoir le stock d'uranium hautement enrichi, le démantèlement ou non de telle ou telle centrale iranienne, le droit ou non à l'Iran d'enrichir à un degré minimum d'uranium sur son territoire. Et côté iranien, ce qu'il demande, c'est la levée des sanctions américaines qui étouffent l'économie iranienne. On n'en est pas encore du tout là. Or, le temps presse. On a aujourd'hui une 50aine de jours avant l'expiration du délai qui sera vraisemblablement prolongé. Donc, on est encore loin de cette entente entre Washington et Téhéran, même si aujourd'hui, il existe quand même, et on le voit, une volonté politique à Téhéran et à Washington d'avancer, d'être dans un cycle de négociation et de ne pas reprendre une guerre totale comme celle qu'on a vue au mois de février. Une entente qui est rendue d'autant plus complexe par les divergences internes au régime iranien. En témoigne cette séquence que je vous propose de regarder à la télévision d'État iranienne qui, je le précise, est aux mains des conservateurs. La télévision d'État qui a interrompu hier un entretien diffusé en différé avec Mohamed Bagher Khalibaf, l'influent président du Parlement, principal négociateur du pays dans les pourparlers avec les États-Unis, ce qui a suscité les critiques de son équipe. On regarde à quoi ça ressemble.
Voilà pour cette interruption. Qu'est-ce qu'une telle image traduit des fractures au sein du régime iranien ? Alors oui, on sait qu'il y a des dissensions au sujet de la nécessité ou non de conclure un accord avec les Américains. Ces dissensions sont notamment exprimées par l'aile la plus ultra-conservatrice, ce qu'on appelle le front de la stabilité en persan, dont la figure principale politique est Saïd Jalili, un ancien négociateur du nucléaire iranien, qui est opposé à tout accord et à toute entente avec les États-Unis. On sait que depuis le début, le négociateur en chef est le président du Parlement islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, qu'il intervient régulièrement à la télévision iranienne d'État pour expliciter, justifier tout d'abord l'accord cadre et peut-être un accord final avec les États-Unis. On sait aussi que ce front de la stabilité contrôle la télévision d'État et que par ailleurs, au-delà de cette interruption, elle a eu lieu alors que le président du Parlement islamique évoquait déjà avant la guerre l'achat de produits agricoles aux États-Unis. C'est ça qui a provoqué et qui a d'une certaine manière briser un tabou et provoquer l'ire des ultra-conservateurs. On sait que Mohammad Bagher Ghalibaf souhaite cet accord et que son nom a été vilipendé dans des manifestations organisées par ces ultra-conservateurs. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a un Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran. C'est lui qui décide. Il est composé des 3 chefs des pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatifs, donc M. Ghalibaf, des responsables militaires, et que dans sa grande majorité, il a voté en faveur de cet accord. Donc oui, il y a des dissensions. Oui, elles risquent de s'accentuer au fur et à mesure que l'on va rentrer dans le fort et dans le sérieux des négociations. Maintenant, il y a quand même aujourd'hui une certaine unanimité des personnes qui comptent en Iran. Mohamed Bagher Ghalibaf, Roland Hossein Mohseni Ejei, le chef du pouvoir judiciaire, Massoud Pezeshkian, le président et chef de l'exécutif, et bien sûr des gardiens de la Révolution, en tête desquels figure le général Ahmad Vahidi, pour cet accord, pour en tout cas avancer dans ces négociations. Et moi, j'interpréterais cette interruption comme une sorte de dernier coup de grâce, en tout cas de tentative de perturbation de la part du JP Pahlavi, le Front de la Stabilité, les ultra-conservateurs. Mais aujourd'hui, ils sont quand même dans une position minoritaire au sein du pouvoir iranien. Quel signal ça envoie, selon vous, une telle interruption ? C'est-à-dire, ce qui est très clair, c'est que dans l'idéologie du régime islamique, il y a effectivement une sensibilité très particulière sur tout ce qui touche aux États-Unis, on le sait. Et donc, reconnaître publiquement qu'il y a eu non seulement des contacts, mais même des achats de biens américains, c'est effectivement un tabou. Et donc, il n'est pas surprenant que les éléments conservateurs, et qui tiennent effectivement les médias, et souhaiter en tout cas éviter que ceci soit rendu public parce que c'est contraire au catéchisme, si je peux employer l'expression du régime. Mais comme le dit très bien Armin, in fine, ce ne sont pas eux qui décident, mais ça montre simplement qu'il y a à l'intérieur du pays une portion de la population fidèle au régime, très sensible, et qui effectivement a l'intention quand même de freiner ou en tout cas d'imposer certaines conditions. Alors ils n'ont probablement pas les moyens, parce qu'aujourd'hui, ceci a été évoqué, le vrai problème, c'est le manque de confiance qu'il y a entre les États-Unis et l'Iran. Les Américains considèrent que le régime iranien est un régime qui ment, qui ne respecte pas ses engagements. Et les Iraniens, pour de bonnes raisons, pensent aussi que à 3 reprises, en pleine négociation, il y a eu des bombardements. Donc, si vous voulez, toute la négociation actuelle vise justement à recréer un minimum de confiance dans ces conversations pour essayer d'avancer sur des points concrets. Mais on n'empêchera pas qu'il y ait à certains moments, et surtout quand on touchera des points très sensibles comme le nucléaire ou d'autres d'ailleurs, notamment, je pense en particulier au programme balistique, ou au Hezbollah, effectivement, là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des réactions, notamment des éléments les plus conservateurs, pour essayer de limiter au maximum les concessions. Et justement, jusqu'où ces divisions internes, Armin Arefi, peuvent faire dérailler les négociations ? Alors c'est la grande question. Aujourd'hui, voilà, on est dans un nouveau cycle, un cycle de discussion. La guerre totale est terminée. On a un pouvoir politique en Iran et aux États-Unis qui souhaite aller vers un accord final, même si celui-ci sera très complexe à voir le jour. Et il y a 2 spoilers, si je puis dire, 2 camps qui sont extrêmement opposés à cet accord. On a parlé du camp ultra-conservateur iranien.
JP Poydari, la personne de Saïd Jalili, qui a des contacts, y compris au sein de l'establishment militaire, même si celui-ci, pour l'instant, accepte l'idée de ces négociations. Ils y sont opposés parce que c'est l'un des fondements. L'hostilité envers les États-Unis, le programme nucléaire iranien est un des fondements de la politique étrangère et de sécurité de la République islamique. Et puis on a de l'autre côté, bien sûr, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. On sait qu'il a très mal vécu le fait que les Iraniens réussissent à inclure dans cet accord le front libanais et que le cessez-le-feu qui court en Iran court également au Liban. Et on voit que pour l'instant, il n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'en dépit d'un accord qui a eu lieu entre le gouvernement légitime libanais et le gouvernement israélien, pouvant peut-être mener à la paix. Pour l'instant, les armes ne se sont pas tuées au Liban. Et donc, on a, d'une certaine manière, à Tel Aviv et à Téhéran, les franges les plus conservatrices, les plus faucons, qui vont tout faire pour torpiller cet accord. Maintenant, on voit quand même que côté américain et côté iranien, que ce soit au niveau de J.D. Vance, le vice-président américain, ou Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement islamique, négociateur en chef et homme fort du régime, une volonté aujourd'hui de discuter et de vendre cet accord, en tout cas ce protocole d'accord. Donc on voit clairement qui le souhaite, qui n'y a pas intérêt, qui va tout faire pour le faire capoter. Maintenant, on est clairement aujourd'hui dans une phase de discussion où tous les coups sont permis, mais on n'est plus dans la guerre totale. Et je doute que celle-ci reprenne. Mais qui décide aujourd'hui en Iran ? Qui a le dernier mot ? Alors, en Iran, on a un conseil ad hoc. Alors, je vais parler du conseil, c'est la version officielle, c'est le Conseil suprême de sécurité nationale. Le dernier mot appartiendrait au guide suprême, donc le fils de l'ayatollah Ali Khamenei, tué au début de la guerre, Mojtaba Khamenei. Sauf que Mojtaba Khamenei a été blessé par les bombardements, il a été donné pour mort. Aujourd'hui, on sait qu'il est probablement en vie, que sa voix compte de plus en plus, mais qu'il ne bénéficie pas du poids, en tout cas qu'il n'a pas le poids et la légitimité politique de son père. On a, donc, comme je l'ai dit, les présidents. Il n'est pas apparu aussi depuis le 28 février. Il n'est pas apparu, il n'a même pas parlé, aucune vidéo, aucune photo, le dit défiguré. On a uniquement eu des messages lus en son nom à la télévision d'État. On a donc Mohammad Bagher Ghalibaf, qui est un conservateur, on va dire pragmatique, ancien gardien de la Révolution, dont la voix compte, qui a une voix beaucoup plus influente et importante que par exemple, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Al-Archi, qui est davantage un exécutant, même si c'est un fin diplomate. Et puis, on a le chef des gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi, donc les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, qui en réalité a réalisé une sorte de coup d'État en Iran. C'est-à-dire que c'était une armée idéologique qui était très présente dans l'économie iranienne. C'est eux qui tiennent le programme balistique, le programme nucléaire, donc c'est la véritable armée, l'armée la plus puissante de l'Iran. Et à la faveur de l'élimination de Ali Khamenei, l'ancien guide suprême, ils ont promu à ce poste à la fonction suprême en Iran, leur poulain, Mojtaba Khamenei, qui a fait ses armes au sein des gardiens de la Révolution. Et donc on a un pouvoir, on va dire, un peu plus horizontal qu'il ne l'était auparavant. Auparavant, c'était vraiment le guide suprême qui était le véritable arbitre. Aujourd'hui, le guide suprême en Iran, Mojtaba Khamenei, a un rôle, on va dire, moins important, même s'il reste influent. Et donc, aujourd'hui, toute cette horizontalité, composée de 3-4 personnes à la tête de l'Iran, a donné son accord pour poursuivre les négociations. Donc on sent que ce n'est pas un tabou, même si le nouveau guide suprême, émet certains doutes, il ne veut pas endosser la possibilité d'un futur échec. Mais clairement, aujourd'hui, les Iraniens ont quand même beaucoup perdu suite à la guerre, au niveau politique, au niveau militaire. On sent qu'il y a on va dire un objectif principal qui est donc la fin du conflit et si possible la fin des sanctions, parce que les sanctions, c'est une question clé, parce que ce sont les sanctions et la situation économique catastrophique qui ont amené les Iraniens dans la rue. Et on sait très bien que si cette question économique n'est pas réglée, il y aura d'autres manifestations anti-régime en Iran. On en reparlera à la fin de ce débat. Bertrand Besancenot, vous qui connaissez de l'intérieur ce type de tractation diplomatique, on sait que ce mémorandum du 17 juin a ouvert donc une période de 60 jours pour négocier. Vous disiez tout à l'heure que c'est un délai irréaliste. Est-ce que vous pensez également que ce délai sera prolongé, que c'est impossible de tenir ces délais ? Oui, très très probablement. C'est-à-dire, sur le fond, l'élément optimiste, c'est de savoir que de part et d'autre, c'est ce qui a été dit, il y a une volonté d'essayer de parvenir à un accord. Bon, du côté américain, on voit bien le président Trump a envie de sortir du guêpier dans lequel l'a entraîné M. Netanyahou. Et donc, il y a vraiment une volonté de parvenir à certains compromis. Mais
pas n'importe lesquels naturellement. Du côté iranien, ça a été dit également, si vous voulez, vous avez eu de telles destructions, et puis le régime a besoin d'argent pour essayer de reconstruire, et puis même de mener sa politique. Et donc, si vous voulez, la levée des sanctions, le dégel des avoirs, tout ceci est essentiel pour eux. Donc, les facteurs de fond mène à un minimum d'optimisme, si vous voulez, sur le fait qu'il y a une volonté d'aboutir. Bon, maintenant, il y a effectivement, on l'a dit, le facteur négatif du côté iranien, qui sont les éléments les plus conservateurs et qui saisiront toutes les occasions pour jouer sur la sensibilité de certains sujets et essayer de limiter les concessions. Et puis, vous avez l'autre facteur qui est M. Netanyahou, qui n'a absolument pas renoncé, que ce soit en Iran ou au Liban, à ce qu'il appelle finir le travail. Et donc, tout dépendra de la façon dont les négociations vont évoluer. Si elles n'aboutissent pas ou pas dans les délais, on sait très bien que M. Netanyahou n'exclut pas du tout le fait de pouvoir reprendre des opérations militaires. Il le dit même seul, le cas échéant. Alors, le plus probable, c'est qu'effectivement, étant donné la sensibilité de certains sujets, la discussion va prendre certainement plus que les 60 jours qui ont été prévus. Alors, sur le nucléaire, on a quand même déjà les éléments d'un compromis, tout le monde les connaît plus ou moins, c'est-à-dire la dilution des 440 kilos d'uranium très hautement enrichi et la suspension pour un certain nombre d'années de l'enrichissement de l'uranium sur le territoire iranien. Bon, ces deux éléments qui avaient été déjà quasiment agréés sous la médiation omanaise, il est très possible que ça soit la base de travail. Et à mon avis, c'est encore le sujet sur lequel les choses peuvent avancer. En revanche, je pense que les Iraniens ne voudront pas bouger sur le balistique parce que naturellement, c'est leur première défense et ils ont montré qu'ils avaient des capacités sérieuses. Et donc là, il y aura des discussions, à mon avis, extrêmement dures. Et quant au Hezbollah, on sait qu'effectivement, pour le régime de Téhéran, le fait de conserver un moyen de pression sur Israël avec le Hezbollah est important. Donc je crois que là-dessus, effectivement, les discussions seront certainement difficiles. Tout ceci pour dire que je vois difficilement comment, en 60 jours, vous pouvez réussir à parvenir à un accord sur tous ces points. Donc c'est la raison pour laquelle, tablons sur un calendrier parce qu'il a le mérite d'exister, mais je pense que la plupart des observateurs sont assez d'accord sur le fait que ça prendra sans doute plus de temps. Vous vouliez réagir? Oui, non, juste que, sauf erreur de ma part, il n'est pas fait mention dans le protocole d'accord de la question du balistique, donc du programme balistique iranien de missiles, et de la question, ce qu'on appelle les proxys, les mandataires paramilitaires non étatiques iraniens, Hezbollah, Houthi, milices chiites, en Irak. Donc j'ai du mal à imaginer qu'avec ce document qui est quand même assez favorable, en tout cas sur le papier, à l'Iran, en faveur de l'Iran, les discussions aillent au-delà de la simple question du nucléaire et en contrepartie d'une levée des sanctions. Maintenant, l'autre possibilité, il y a trois possibilités. Soit un accord final est conclu sous 60 jours ou un peu plus, et là, à Washington et à Téhéran, on sera ravis. Soit la guerre reprend côté américain avec l'aide d'Israël, ça ne déplairait pas à Benjamin Netanyahou, mais on sait aujourd'hui que sans un nombre massif de plusieurs dizaines de milliers de troupes américaines au sol, ce qui est complètement exclu par Donald Trump, il sera impossible de faire capituler le régime, parce que la seule façon de faire capituler le régime sur ces questions-là, c'est de le renverser. Or, cette question est hors de l'équation depuis l'échec de cet objectif à l'issue de la dernière guerre. La dernière possibilité, le troisième scénario, c'est qu'on reste dans une situation de ni guerre, ni paix, aucun accord conclu, les sanctions qui ne sont pas levées, mais pas de reprise de la guerre totale, donc des escarmouches qui permettront aux pays de la région d'être un peu plus stables, parce que ce sont eux, les pays du Golfe, qui ont payé le plus lourd tribut de cette guerre, mais ça ne va pas pour autant résoudre une situation problématique et qui réclamera probablement beaucoup plus que 60 jours pour être résolue. Non, et je voulais ajouter effectivement sur les pays du Golfe, il ne faut pas oublier qu'ils ont Vous connaissez bien, je rappelle que vous étiez ambassadeur. Voilà, ils ont eu un rôle essentiel avec les Pakistanais, naturellement, dans la négociation. On l'a vu, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, avec le Pakistan, parce qu'effectivement, ils ont été les premières cibles.
et qu'aujourd'hui, ils aimeraient trouver un arrangement régional. Ils ont compris que, quelle que soit leur antipathie pour le régime de Téhéran, ils ont bien compris qu'ils devaient vivre avec leurs voisins ad aeternam. Et donc, ils cherchent un arrangement régional. Mais leur préoccupation, outre le nucléaire, reste quand même essentiellement la question balistique, parce qu'effectivement, ils ont surtout été visés par des missiles iraniens ou des drones iraniens. Et donc, ils aimeraient, et comme ils n'ont pas été consultés en 2015 dans l'accord, cette fois-ci, ils veulent quand même donner leur avis. Et je pense que les Américains et pas que les Américains, même nous les Européens, nous tiendrons à ce que la question balistique soit abordée d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où ça sera un sujet extrêmement difficile, parce que comme nous l'avons dit, du côté iranien, naturellement, il n'y a aucune volonté de compromettre sur ce sujet-là, d'autant plus qu'il n'apparaît pas dans le document cadre. Mais pour qu'il y ait un véritable arrangement régional et qu'il soit durable, il faut que soient abordés les autres sujets. Et c'est là où, à mon avis, il y aura les principaux problèmes. Mais est-ce que justement, pour arriver à cet arrangement régional qui arrangerait aussi les pays du Golfe que vous connaissez très bien, les chancelleries justement du Golfe font confiance à Donald Trump. J.D. Vance était en tournée la semaine dernière justement pour tenter de les rassurer. C'était qu'il y avait un besoin d'être rassurés. Ah oui, tout à fait. Non, ça, je ne peux pas dire qu'ils sont tout à fait rassurés. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'après tout, ils ont... Donc, ils ne font pas confiance à Donald Trump ? Ils ont compris que la fiabilité de Donald Trump était sujette à caution, c'est-à-dire qu'effectivement, des engagements qui sont pris ne sont pas ensuite suivis des faits, qu'ils changent souvent d'avis. Donc, à la fois, ils ont le sentiment qu'ils ont toujours besoin de la sécurité américaine, parce qu'ils savent qu'en cas de problème avec l'Iran, ce n'est ni la Chine, ni la Russie, ni l'Europe qui viendront les défendre. Donc, ils ont toujours besoin d'une sécurité américaine. Mais en même temps, ils savent que cette sécurité, elle n'est pas totale du tout. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, quand vous mettez du côté des pays du Golfe, ils disent nous cherchons un arrangement régional avec l'Iran, mais on sait qu'on ne peut pas leur faire totalement confiance. On a de l'autre côté un monsieur Netanyahou, qui, je ne sais pas s'il sera encore au pouvoir, mais en tout cas un monsieur Netanyahou qui a une volonté hégémonique sur l'ensemble de la région dont ces pays ne veulent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous voyez ce rapprochement qui est de plus en plus clair entre les puissances sunnites de la région, c'est-à-dire le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et naturellement le Qatar. Encore une fois, ça ne se substitue pas à la protection américaine, mais c'est en tout cas un élément de coopération supplémentaire qui donne des garanties. Ce n'est pas par hasard si vous avez quelques milliers d'hommes qui sont installés, pakistanais, des forces armées pakistanaises, qui sont dorénavant installés sur la base Prince Sultan en Arabie saoudite. De même que vous avez des forces turques qui sont au Qatar. Donc on voit bien quand même se dessiner, si vous voulez, un système qui sera plus compliqué. Il n'y a plus que la protection américaine. Il y a cette volonté d'assumer mieux et avec des partenaires de la région leur sécurité parce qu'ils n'ont pas une confiance totale dans la protection américaine. Ce que je trouve étonnant dans ce que vous dites tous les deux au sujet de ce protocole d'accord, c'est que vous mentionnez effectivement la question du nucléaire, des missiles balistiques du Liban, mais à aucun moment vous parlez du détroit d'Ormuz qui est quand même au cœur des négociations et qui paraît être devenu une assurance-vie pour Téhéran. C'est vraiment son levier principal de négociation aujourd'hui. Oui, c'est son arme. Quitte à reléguer au second plan justement les questions du nucléaire, etc. L'Iran a découvert dans le détroit d'Ormuz son arme de dissuasion massive vis-à-vis des États-Unis et des pays de la région, y compris Israël, bien plus que les menaces liées à son programme nucléaire et à la possibilité de l'obtention de la bombe, ce qu'il a toujours nié. Ça fait plusieurs décennies que les gardiens de la Révolution évoquaient ce scénario, à savoir qu'ils bloqueraient le détroit si l'Iran était attaqué. Pour la première fois, ils sont passés à l'acte et ils ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire. Rendez-vous compte, c'est quand même un peu d'une certaine manière l'arme du pauvre, l'arme géographique, c'est-à-dire qu'il suffit d'un communiqué des gardiens de la Révolution et de quelques missiles lancés sur des navires, y compris des navires pétroliers, pas forcément des navires de guerre, pour faire augmenter considérablement, entraîner la hausse du prix des assurances et donc dissuader n'importe quel navire de prendre ce corridor maritime par lequel transite 20% d'exportation mondiale quotidienne de pétrole. Et donc, effectivement, là-dessus, on a quand même une distinction, une contradiction même dans le discours des États-Unis dans ce qui est écrit dans le protocole d'accord, à savoir que le détroit d'Ormuz est aujourd'hui libre. Alors, dans les faits, c'est d'une certaine manière
manière le cas, dans le sens où Il est y a toujours beaucoup plus- considéré comme une zone de guerre par les syndicats et les employés du secteur maritime. Oui, effectivement, même si le tiers du trafic maritime a repris par rapport à ce qu'il était au début de la guerre. Le problème, c'est qu'on a ce qui est écrit dans le protocole d'accord et la réalité qui est que l'Iran est d'accord pour le laisser libre ou plus ou moins libre en empruntant d'ailleurs un corridor qui longe les côtes On a iraniennes. une carte justement qu'on va Effectivement. peut-être voir apparaître sur les différentes voies de navigation et Voilà. comment elles ont évolué depuis le début de la guerre, ce que Téhéran exige, le passage au large d'Oman et La communauté internationale. voilà, on regarde là, on va voir là, une carte Exactement. assez claire sur le sujet. Bon, c'est pas celle-ci, c'est pas grave, on l'aura peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, maintenant il y a trois voies de navigation autour du détroit de. Oui, il y a la voie d'Ormuz. classique qui était en gros au milieu, là où il y a écrit sur votre carte détroit d'Ormuz, entre l'île de Rechm qui ressemble à un dauphin et la pointe de la péninsule du Moussandam qui appartient à Oman. Les Iraniens souhaiteraient que les pétroliers longent le dauphin que l'on voit tout en haut, l'île de Rechm, et longent les côtes iraniennes. La communauté internationale, notamment l'ONU, soutenue par Oman, souhaiterait que, au contraire, les navires longent la côte omanaise pour ne plus être à portée de tir ou être plus loin de la côte iranienne. Et donc c'est là le problème, c'est que les Iraniens aujourd'hui souhaitent que les navires empruntent ce corridor iranien, en tout cas qui longe les côtes, cette voie proche des côtes iraniennes, mais ajoute qu'à l'issue de ces 60 jours, à l'issue d'un accord final, c'est l'Iran qui sera en charge, officiellement en tout cas, de la sécurité du détroit d'Ormuz. Et ce narratif est intéressant parce que jamais il est fait mention d'un péage, des frais de péage, donc d'un certain racket organisé par les Iraniens, ce que rejette catégoriquement l'administration Trump et le président américain Donald Trump. Mais dans les faits, ce que propose l'Iran, c'est en fait des frais d'accompagnement, de services, de sécurité, c'est-à-dire en fait un racket organisé et faire payer les navires pétroliers. Et ça, pour les États-Unis, il en est hors de question. Alors la question, c'est le rôle d'Oman. Pour l'instant, Oman joue le jeu, continue à discuter étroitement de l'après-accord en ce qui concerne Hormuz, mais Oman qui rejette l'idée de frais de transit. exactement, les Omanais, à l'issue de la visite du sultan à Paris, ont à nouveau rejeté tout frais. Et donc là, on voit quand même que les Iraniens n'en ont pas fini avec l'histoire d'Ormuz et qu'ils comptent utiliser ce détroit et tout son pouvoir de nuisance pour peser sur les négociations et même l'après. Le problème, c'est que il n'y a pas véritablement de solution à cette question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gardiens de la Révolution frappent un navire au hasard, décident de le faire et n'en sont pas dissuadés, il sera très très difficile de leur retirer cette carte. Le souci, c'est que les Américains, au cours plus fort de la guerre, n'ont pas réussi à réouvrir de force le détroit d'Ormuz, qui implique quand même l'envoi de troupes au sol, sur les côtes iraniennes et sur l'île de Kharg, l'île iranienne de Kharg, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et donc voilà, c'est une carte la seule chose qu'avaient fait les Américains, c'était d'imposer une sorte de contre-blocus, qui s'était d'ailleurs révélé assez efficace et qui aujourd'hui est levé parce que ça avait pénalisé les exportations iraniennes de pétrole à hauteur de 85% que l'Iran ne pouvait plus exporter. Mais donc, ce qu'on comprend, c'est que on n'a pas fini de parler des détroit d'Ormuz et que les Iraniens pourraient s'en servir pour peser sur l'avenir. Rendez-vous compte, je discutais avec un membre du régime à Téhéran qui m'expliquait que grâce au détroit d'Ormuz et à la stratégie iranienne asymétrique, ne pas viser directement les États-Unis, ils sont trop loin, mais viser les pays du Golfe, voilà les cibles la civiles, fameuse carte. exactement, les cibles civiles j'attendais. dans le Golfe et le détroit d'Ormuz, ils avaient réussi à obtenir sur le papier la levée pour 60 jours des sanctions américaines, ce qu'ils n'avaient jamais obtenu en 47 ans de négociations avec les États-Unis. Non, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que la négociation va être extrêmement difficile sur le détroit d'Ormuz, parce que finalement, l'ensemble de la communauté internationale refuse ce droit de péage qui porte un autre nom, mais que les Iraniens ont bien compris qu'ils avaient une carte majeure, et effectivement, c'est ce qui leur a permis,
en créant un vrai problème énergétique mondial de parvenir, d'obtenir des Américains certaines concessions. Bon, maintenant, il y a 2 points, c'est-à-dire que ce qui intéresse particulièrement les Iraniens, c'est naturellement l'argent. Bon, et donc, ça va être un élément de la négociation où j'imagine que les Iraniens vont utiliser cette menace du droit de péage comme étant un moyen d'obtenir autre chose par ailleurs, s'ils arrivent. Bon, alors, il y aura la pression, heureusement, si je puis dire, des Chinois, parce que le seul pays qui est réellement capable de faire des pressions sur Téhéran, c'est la Chine. Et la Chine n'a aucune envie de voir entériner ce principe d'un droit de péage, parce que eux, leurs bateaux passent par le détroit de Malacca, enfin, il y en a d'autres. Mais elle a été jusqu'ici extrêmement silencieuse. Oui, oui, mais c'est pas parce qu'elle est silencieuse qu'elle n'agira pas. Je veux dire, à un certain stade, on ne peut pas le nier. Bon, le deuxième point, c'est que c'est effectivement une arme de dissuasion massive, mais qui n'aura qu'un temps, parce que les pays du Golfe ont parfaitement compris que là, malgré la pression américaine, les Iraniens ont désormais cette véritable capacité de dissuasion, et donc ils sont en train de prendre un certain nombre de mesures qui sont déjà discutées et en cours, c'est-à-dire d'avoir tout faire pour essayer d'éviter le détroit d'Ormuz. Donc vous avez un certain nombre de projets de pipeline là qui vont monter à travers l'Arabie Saoudite vers la Jordanie et ensuite la Syrie et le Liban, et en évitant Israël. Et vous avez également Oman et Fougera, c'est-à-dire en dehors du détroit d'Ormuz. Alors évidemment, ça va prendre du temps. Donc ça signifie simplement que cette arme de destruction massive qui est la capacité de l'Iran de pouvoir bloquer le détroit d'Ormuz, il n'aura qu'un temps. Parce qu'effectivement, les autres pays ont compris le message et donc font actuellement le nécessaire pour éviter d'être obligés d'exporter par le détroit d'Ormuz. Donc ce serait Pékin qui aurait les clés d'une éventuelle sortie de blocage sur le détroit d'Ormuz, Armin Ariefi? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur, à savoir que les Chinois ont été relativement discrets pour l'instant. Ils ont quand même, il faut aussi le dire, profité de l'affaiblissement et de l'enlisement militaire américain dans la région, ainsi que sa perte de crédibilité, parce qu'il faut quand même dire que les Iraniens l'avaient annoncé, la fermeture des détroit d'Ormuz en cas d'attaque. Ça fait pas 1 an, 2 ans, ça fait 40 ans justement qu'ils menacent d'utiliser cette arme. Et visiblement, Donald Trump n'a pas écouté ceux qui étaient les spécialistes de l'Iran au sein de son administration et qui ont été mis sur la touche. Donc pour revenir à la Chine, oui, moi je doute que Pékin accepte sur le long terme un changement des règles du jeu sur le détroit d'Ormuz, parce que ça signifierait changer les règles du jeu peut-être pour d'autres détroits de par les mondes, en sachant que effectivement la Chine et l'Asie est un des principaux bénéficiaires du pétrole qui sort du détroit d'Ormuz. Donc à partir de là, je doute ce qu'ils acceptent sur le long terme. Maintenant, je trouve que le jeu chinois est assez intéressant. De la même manière que la Russie, deux ennemis des États-Unis, deux rivaux des États-Unis qui ont aidé de façon discrète l'Iran, qui ont fourni à l'Iran du carburant pour ses missiles balistiques, notamment c'est le cas de la Chine, qui ont également donné à l'Iran des renseignements pour mieux viser les bases américaines et des sites sensibles au sein des bases américaines, qui se satisfont de l'affaiblissement durable en termes militaires et en termes économiques et en termes de crédibilité des États-Unis, mais pour la Chine en tout cas, qui n'accepteront pas ce changement des règles du jeu pour les détroit d'Ormuz, dont ils sont quand même l'un des principaux utilisateurs. Un mot sur le calendrier qu'on n'a pas encore évoqué. Ce sont bien sûr les funérailles d'Ali Khamenei qui démarrent samedi en grande pompe en Iran. C'est une séquence de transition très forte. On imagine bien que Téhéran va tenter de transformer, en tout cas de tirer parti de ces funérailles. Qu'est-ce qui va se jouer à ce moment-là pour le régime? C'est-à-dire ça va être un élément, notamment pour les éléments les plus conservateurs du régime, d'essayer de susciter autour de ces funérailles un élan patriotique autour du régime. Bon, cela étant, est-ce que ceci modifiera en profondeur la politique du régime? Je ne le pense pas. C'est-à-dire, effectivement, on voit bien que l'intérêt à long terme de l'Iran est quand même de parvenir à un accord. Et toute l'équipe, c'est ce qui a été dit, aujourd'hui, est obligée de tenir compte de la sensibilité particulière d'une partie de la population, mais en même temps, son objectif est de parvenir à un accord. Donc, si vous voulez, ça va être effectivement un grand événement qui va tenter d'être
d'être utilisé par les éléments les plus conservateurs pour jouer sur la fibre patriotique, je ne crois pas que ceci ait un impact à plus long terme sur les négociations. Khalibaf, qui appelle à la vengeance de la nation, il appelle à venger la mort de Khamenei, je le cite, avec une forte participation à ses funérailles. Je le cite, l'appel à la vengeance de la nation doit retentir aux oreilles du monde entier. On apprend aussi que la dépouille de Khamenei sera exposée à partir de samedi donc à la Mossala de Téhéran. C'est effectivement un message au monde entier que veut envoyer Téhéran lors de ses funérailles. Oui, je pense qu'il y a un message, comme il a dit, il parle de vengeance, mais la vengeance, ce serait quoi, d'après lui, d'après Mohamed Barrej Khalibaf? Ce serait un nombre important d'Iraniens dans la rue. Et on sait qu'il y aura un nombre important d'Iraniens dans la rue. Souvenez-vous des funérailles de Qassem Soleimani, l'ancien chef de la branche extérieure des gardiens de la Révolution, tué par un frappe de drone américain en janvier 2020. Il y avait déjà eu plusieurs centaines de milliers, voire des millions de personnes dans la rue. Il va y avoir une grande émotion au sein des partisans du régime. Les partisans du régime, c'est quoi? C'est 20% de la population iranienne de 90 millions d'habitants, sont environ 15 millions d'habitants. Ce ne sera pas difficile, à mon sens, de rassembler plusieurs millions de personnes. Et 20 millions de personnes attendues, selon le maire de Téhéran. 20 millions. Oui, c'est alors 20 millions, ça risque d'être... je ne sais pas, mais ça pourrait être le cas. Et puis, il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que cette guerre a réveillé chez une partie, je dis bien une partie des Iraniens, voilà, un sentiment patriotique, nationaliste. C'est quand même le chef d'un État qui a été assassiné en dehors de toute légalité internationale. Et donc, on sait que depuis le début de la guerre, il y a tous les soirs des rassemblements organisés par le régime, au départ par les ultra-conservateurs de soutien à la République islamique. Il faut aussi dire que d'autres franges de la population s'y sont joints, y compris des gens qui étaient au départ, en tout cas, contre le régime islamique. Quand on leur demandait pourquoi, en tout cas par téléphone, ils disaient « moi j'y vais pour l'Iran, pour défendre ma patrie », parce qu'on se rend compte que le but affiché par Benyamin Netanyahou d'un renversement du régime n'était pas, en tout cas, est arrivé à un échec, et on peut se demander si c'était un véritable objectif de la part des Israéliens. Dernière chose, il ne faut pas oublier de l'autre côté qu'à l'annonce de la mort de l'ayatollah Khamenei, un certain nombre d'Iraniens, en dépit de la censure et des risques encourus, ont manifesté leur joie à travers le pays. Ça a été un soulagement pour beaucoup d'Iraniens. Il ne faut pas oublier qu'en tant que commandant en chef des forces armées et décisionnaire ultime en République islamique, c'était quand même un religieux, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a ordonné la répression de milliers de personnes. Donc effectivement, on va assister, je pense, à une démonstration de force populaire. Le régime va à nouveau signifier qu'il est populaire. En tout cas, c'est le message qu'il va vouloir faire passer au reste du monde. Et c'est un régime, il faut, dernière chose, le dire, qui aujourd'hui se sent renforcé, estime avoir gagné la guerre, non pas parce qu'ils ont battu les États-Unis, mais parce qu'ils ont résisté et qu'ils n'ont pas été renversés. Donc en soi, dans la rhétorique du régime, qui est un régime fondé justement sur son inimitié, sur sa résistance et son opposition aux États-Unis, c'est quelque chose d'extrêmement fort et de central. Et enfin, quand on voit aujourd'hui, moi je ne parlais pas de victoire, je vais toujours refusé de parler de victoire du régime, même si il n'a pas perdu et qu'on pouvait parler match nul. Quand on voit aujourd'hui les données du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, on peut se dire qu'ils sont tellement favorables à l'Iran que si, et seulement si, elles arrivaient à un accord final, alors oui, là, l'Iran aura totalement gagné. Il nous reste quelques minutes. Malheureusement, le temps file. Je voudrais juste donner ces chiffres. La répression qui se poursuit en Iran depuis le 28 février. Plus de 150 exécutions, au moins 3292 arrestations pour collaboration avec l'ennemi selon l'ONU et selon la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains en Iran que vous avez rencontré, Armin Arefi. Vous signez un entretien dans le journal Le Point avec Mai Sato. Donc à ce sujet, elle documente depuis des mois la répression, les exécutions, les détentions arbitraires et les violations des droits fondamentaux dans le pays. Elle dit en substance, on parle de l'Iran mais on ne parle pas des Iraniens. Est-ce que le peuple iranien est le grand angle mort de ces négociations ? Je pose la question à vous également. Malheureusement oui, c'est-à-dire qu'effectivement... Ça vous a surpris qu'on ne parle pas des Iraniens justement dans ce protocole de à aucun moment Non, je ne suis pas surpris parce que je ne pense pas que le président Trump soit particulièrement sensible à la question des droits de l'homme. Et donc ce n'est pas parce qu'il a fait au début un discours qui était une façon d'espérer à partir des informations israéliennes qu'il y aurait un soulèvement de la population. Et donc c'était une façon d'essayer de les inciter à le faire.
Mais ensuite, on a bien vu que dans les discussions du côté américain, ça n'a jamais été réellement un sujet. Alors, du côté européen, il y a effectivement le rappel de façon épisodique du fait qu'il faut, dans un arrangement, dans un accord final, prendre en compte quand même la situation de la population iranienne. Simplement, quels sont les moyens réels que l'extérieur a pour essayer justement de soutenir la population? Moi, je les vois malheureusement très très limités. Donc, de toute façon, tout dépendra naturellement de la façon s'il y a un accord, de la façon dont il sera mis en œuvre. S'il n'y a pas d'accord, parce que ça reste quand même une des options, eh bien, c'est le risque pour le régime. On pourrait avoir d'autres émeutes de la faim, et vu l'impopularité du régime dans la majorité de la population iranienne, à ce moment-là, ça pourrait jouer. Très rapidement, le mot de la fin, Armin Arefi, qu'est-ce que vous retenez de votre rencontre avec Maïsato ? Que, comme on le prédisait, cette guerre a aggravé la situation des droits de l'homme en Iran. Le peuple iranien, il ne faut pas oublier que l'entrée de Donald Trump dans la scène, dans cette crise, ça a commencé par un tweet en disant qu'il allait apporter son aide à la population iranienne. Aujourd'hui, il n'est plus du tout fait mention du peuple iranien dans le protocole d'accord. Donc on pouvait s'y attendre. On savait que, sauf renversement de régime, ce qui était exclu à partir du moment où les Américains ne voulaient pas envoyer de dizaines de milliers de troupes sur place, la population iranienne se retrouverait entre le marteau des bombardements et l'enclume des mollahs, et qu'elle serait dans une situation aujourd'hui encore plus terrible. Donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Il reste quoi ? Il reste, comme le souligne Maïsato, la rapporteure spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme en Iran, d'introduire la notion du respect des droits de l'homme, de l'arrêt, ou en tout cas d'un moratoire sur les exécutions dans un document, que ce soit un moyen de pression, un moyen justement de faire revivre la question des droits de l'homme et d'inclure des engagements du régime sur cette question. Et de l'autre, il y a une autre peut-être lueur au bout du tunnel, c'est que si jamais un accord final était conclu entre Washington et Téhéran, alors oui, les sanctions internationales, en tout cas les sanctions américaines, pourraient être levées, c'est ce que dit le document, et que d'une certaine manière, bien sûr, le régime pourrait en bénéficier, le régime en bénéficierait dans sa répression, le régime en bénéficierait pour son programme balistique et son aide au proxy, mais que la population iranienne aussi en bénéficierait. Il ne faut pas oublier les scènes de joie qui avaient accompagné en 2015 l'accord sur le nucléaire iranien. Les Iraniens étaient d'abord descendus dans la rue en décembre dernier, pour une situation économique meilleure, même si ça s'est rapidement transformé en révolte contre le régime. Ne pas oublier le peuple iranien. Merci infiniment Armin Arefi, merci monsieur l'ambassadeur. C'est la fin de ce débat. Rendez-vous à 11h pour un nouveau journal.